votre frère héritera de la maison, quant à vous, prenez la vieille voiture dans le garage. » Le salon explosa de rire, comme s'il venait de raconter la meilleure blague du monde. Je n'ai pas ri. J'ai simplement regardé le gâteau de Noël que je tenais dans mes mains, puis je les ai regardés à ma famille. Les mêmes personnes qui venaient d'annoncer qu'elles remettaient tout ce que grand-père avait laissé derrière lui à mon frère aîné, tandis que moi, je ne valais qu'un vieux morceau de ferraille oublié, qui dormait dans le garage depuis des décennies. À ce moment-là, je ne savais pas que la voiture était un trésor. Tout ce que je savais, c'est que, si je devais m'éloigner de cet endroit sans rien, alors ce morceau de ferraille dans le garage serait mon dernier adieu à eux. 9 mois plus tard, cette voiture a été vendue aux enchères pour 20 millions de dollars. Et moi, celui qu'ils appelaient autrefois le « reste », j'ai enfin pu dire ceci: non, je ne donnerai pas un seul centime, et je ne suis plus votre enfant. Suivez mon histoire. Je vais vous raconter comment je me suis relevé et comment j'ai quitté une famille toxique. Bonjour à tous. Je m'appelle Michael. J'ai 30 ans et je vis à Columbus, dans l'Ohio, une ville assez calme pour qu'il soit facile d'être oublié, surtout lorsqu'on est né dans une famille qui réserve toujours les feux de la rampe à quelqu'un d'autre. Il y a un peu plus d'1 an, j'étais encore un type ordinaire. Je travaillais dans une entreprise d'équipement industriel en tant que responsable technique de niveau intermédiaire. Je gagnais environ 68 000 $ par an, assez pour payer le loyer, l'épicerie, l'assurance et peut-être m'acheter une nouvelle paire de chaussures si je trouvais une bonne affaire. Je louais un appartement au 2e étage dans un vieux quartier du sud de la ville. Tous les matins, je descendais les escaliers en bois grinçant et je me rendais au travail dans mon VUS 2008, le genre de voiture où, lorsqu'il pleuvait, le pare-brise se brouillait parce que les essuie-glaces ne fonctionnaient plus correctement. Honnêtement, je ne me sentais pas mal à propos de ma vie. Je n'étais pas fauché, mais je n'étais pas assez riche pour faire tourner les têtes non plus. J'étais juste l'un des millions d'Américains qui essayaient de vivre décemment, épargnant chaque dollar, espérant une petite maison, des vacances modestes et une vie assez décente pour ne pas être mis en compétition. Et puis quelque chose s'est produit, quelque chose que je n'avais jamais inclus dans mes plans financiers. Un objet vieux, poussiéreux et apparemment sans valeur a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, 13 mois après avoir rapporté cet objet à la maison, ma valeur nette a dépassé les 15 millions de dollars. Et tout a commencé non pas par la chance, mais par une décision dont toute ma famille s'est moquée lors de notre réunion de Noël il y a un peu plus d'1 an, une décision dont, s'ils pouvaient revenir en arrière et faire un autre choix, ils ne riraient plus. Comme tous les autres Noëls, il y a un peu plus d'1 an, toute notre famille s'est réunie dans la vieille maison de mes parents, une maison à 2 étages au bout d'une route bordée de pins où chaque tradition familiale avait commencé, et parfois où les blessures silencieuses s'accumulaient tranquillement. C'était une tradition que nous avions gardée pendant des années, une fois par an, peu importe à quel point nous étions occupés ou où la vie nous avait menés, mes frères et sœurs et moi étions censés rentrer pour le dîner, prendre la photo annuelle et nous asseoir autour de la table comme si rien ne s'était passé toute l'année. À vrai dire, je n'attendais jamais ces réunions avec impatience. Ce n'est pas que je détestais Noël, je ne détestais pas non plus être avec ma famille. C'était le sentiment d'être à l'extérieur, exclu des histoires, des regards, des éloges. Année après année, cela m'a donné l'impression d'être un spectateur dans ma propre vie. Ils ne voulaient pas me blesser, ils ont juste oublié que j'étais là. Tous les regards étaient toujours tournés vers mon frère, Mathéo, aux 2 ans de plus que moi, ou celui que tout le monde appelait affectueusement « l'enfant d'or » ou la « fierté » de la famille. Je n'étais pas jaloux, ou du moins, je pensais ne pas l'être. Mais en vieillissant, j'ai commencé à avoir l'impression de me forcer à jouer un rôle secondaire dont personne n'avait besoin. Ce Noël-là, j'ai failli ne pas y aller. J'avais même tapé le message « Désolé, maman, quelque chose d'urgent s'est présenté au travail. Je ne pense pas que je pourrai rentrer à la maison cette année. » J'ai regardé ce message pendant longtemps, mon pouce planait au-dessus du bouton d'envoi. Mais ensuite, j'ai pensé à maman, à sa voix qui retentirait vers minuit si je ne me présentais pas. « Michael, pourquoi gardes-tu tes distances comme ça? C'est juste une fois par an. Je veux que toute la famille soit réunie. » Est-ce trop demandé? Elle ne l'a jamais dit comme une réprimande, mais je savais exactement ce qui se cachait derrière ces mots. Et donc, comme à chaque fois auparavant, j'ai éteint mon téléphone, j'ai pris mon manteau, je suis monté dans la voiture et je suis rentré à la maison. Je ne voulais pas y être, mais je n'arrivais pas à me résoudre à rester loin. Je suis arrivé vers 17 h. Sur la pelouse, quelques rangées de lumières DEL rouges, vertes et blanches étaient déjà allumées, comme chaque année. On dirait qu'ils se préparaient à cette fête depuis un moment. En entrant, j'ai entendu des rires et des conversations venant du salon.
Quelques proches étaient déjà arrivés. Comme toujours, ma mère s'était surpassée dans les préparatifs, les biscuits de Noël étaient disposés en forme d'arbre, la table d'appoint était garnie de fromage et de saucissons italiens, et la nappe était d'un rouge vin profond. Tout était propre, festif et exactement comme elle l'aimait. Je n'ai pas apporté de cadeau chic, juste une bouteille de vin rouge californien que j'avais acheté au magasin d'alcool près du travail coûtant environ 65 $. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais je l'avais déjà goûté et je pensais que c'était correct. Dès que je suis entré, quelques proches se sont retournés et m'ont salué, « Michael. Tu es là. Ça faisait longtemps. Waouh, tu as l'air différent. Où travailles-tu maintenant ?» J'ai souri et j'ai fait un signe de tête poliment, rendant leur salutation. Lorsque je suis entré dans le salon, Matteo, mon frère aîné, était déjà là avec sa femme et ses 2 enfants. Il était assis sur le canapé dans un manteau en cachemire couleur crème, les jambes croisées, riant et parlant avec l'un de nos oncles. En le regardant, je pouvais déjà deviner la conversation, un nouveau projet, un prochain voyage d'affaires en Europe et un cadeau coûteux qu'il prévoyait offrir à nos parents pour le nouvel an. Quelques minutes plus tard, mon père est descendu les escaliers, tenant un verre de vin, marchant lentement mais à pas ferme. Lorsqu'il a remarqué la bouteille que j'avais apportée, il s'est arrêté et a dit, à moitié moqueur, à moitié moralisateur, être présent suffit, pas besoin d'apporter du vin bon marché. Regarde Matteo, il apporte toujours le meilleur. La bouteille qu'il a apportée ce soir coûte plus de 1000 $. Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt laissé échapper un léger sourire du genre que l'on utilise pour envelopper la déception et la résignation en un seul signe de tête silencieux. Non pas parce que j'étais d'accord avec lui, mais parce que je savais qu'aucun mot ne changerait jamais la façon dont il m'avait vu pendant les 30 dernières années. Le dîner de ce soir-là s'est déroulé exactement comme toujours, chaleureux, animé, plein de parents et, bien sûr, chaque conversation et chaque regard tournait toujours autour de Matteo, de son nouvel emploi à sa dernière voiture, de son appartement en Pentouse à son escapade à Napa Valley. Personne n'a raté une seule occasion de le louer. Je me suis assis au bout de la table, souriant lorsque c'était approprié, faisant un signe de tête lorsque c'était attendu ou juste une partie de l'arrière-plan, inaperçue. Vers 19 h, lorsque tout le monde avait presque terminé le plat principal, mon père a posé son verre de vin, a posé un bras sur le dossier de sa chaise et a pris la parole, sa voix coupant clairement le bavardage, « J'ai quelque chose que j'aimerais partager avec la famille. » La salle a fait une pause, quelques personnes se sont penchées. Matteo est resté parfaitement calme, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Papa a continué, votre mère et moi en avons discuté. Matteo héritera de la maison à Dayton, dans l'Ohio. Il a fait une brève pause, puis a ajouté, comme si c'était la confirmation finale, cette maison appartenait à Monsieur Mason, mon père et mon grand-père. À Matteo et à Michael à sa mort, je l'ai héritée, et maintenant je veux la transmettre à Matteo. Comme je m'y attendais, la table s'est illuminée d'applaudissements. Puis sont venues les félicitations, bien méritées, Matteo. Tu es celui qui perpétue la tradition familiale. C'est ça le fils de cette maison. Félicitations, mon pote. Les verres ont tinté, quelqu'un s'est même levé pour serrer la main de Matteo. Une de nos tantes s'est penchée sur 2 chaises pour l'embrasser, souriant à pleines dents. Et moi ? Je suis resté assis. Personne ne m'a regardé, personne ne semblait se souvenir que j'étais là. Pas une seule personne, y compris ma mère, ne s'est tournée pour voir ce que je ressentais à ce sujet. J'ai serré doucement ma prise autour du pied du verre à vin, mes yeux étaient fixés sur la serviette que j'avais froissée. Non pas parce que j'étais jaloux, mais parce que je savais que ce moment allait arriver, et même alors, lorsqu'il s'est enfin produit, je n'ai pas pu empêcher le sentiment que je venais de me faire repousser un peu plus loin de cette famille officiellement, publiquement. À ce moment-là, je me suis levé non pas pour attirer l'attention, mais parce que je n'en pouvais plus. Après toutes ces années, cette douleur sourde de se sentir comme un étranger dans ma propre famille où ce n'était plus un bourdonnement sourd, c'était une sonnerie assourdissante dans mes oreilles, noyant tous les autres sons de la pièce. J'ai regardé droit dans les yeux mon père et j'ai demandé non pas fort, mais clairement, chaque mot ferme, et moi ? Toute la table est tombée silencieuse, surprise et perplexe. Quelques têtes se sont tournées vers moi, comme si j'avais interrompu une cérémonie parfaitement fluide par quelque chose de déplacé. Mon père m'a regardé, ses yeux n'étaient pas durs, ils n'étaient pas gentils non plus ou juste froids. Puis il a dit, sans hésitation, votre frère le mérite plus. Il a du succès, il a accompli des choses. Tu le sais. Ma mère était assise à côté de lui, les mains reposant calmement sur ses genoux. Elle a fait un léger signe de tête,
comme si l'accord était le choix évident. Puis elle a ajouté sa voix à sa décision, Matteo a toujours été le responsable, il pense à la famille. Après qu'elle ait parlé, j'ai regardé autour de moi. Personne n'a dit un mot, personne ne m'a défendu, personne ne m'a soutenu. Juste leurs yeux, des yeux qui disaient que j'avais posé une question que je n'aurais pas dû poser, quelque chose d'inapproprié, quelque chose qui a gâché l'ambiance d'une joyeuse soirée de vacances. J'ai respiré profondément, essayant de garder ma voix stable, et j'ai continué, je suis toujours votre fils. J'ai aussi envoyé de l'argent à la maison, pas beaucoup, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Avant que je puisse finir, mon père m'a interrompu, sa voix s'est légèrement élevée non pas par colère, mais comme s'il venait d'entendre quelque chose d'absurde, ne parle pas de quelques dollars de trop. Tu n'es même pas une fraction de ce qu'est Matteo. Il m'a regardé droit dans les yeux, et cette fois son visage n'était pas seulement froid, il était plein de mépris ouvert, si Matteo est ma fierté, tu es ma honte. 30 ans, salaire pathétique, pas de famille, pas d'orientation. Si j'étais toi, je n'aurais même pas le courage de me montrer. Je suis resté là, une main toujours posée sur la chaise, mon cœur s'est serré comme si quelqu'un l'avait serré fort. Non pas parce qu'il l'a dit devant tout le monde, mais parce qu'il l'a dit comme si c'était un fait que tout le monde avait secrètement accepté il y a longtemps. La pièce est devenue lourde après ça, personne n'a dit un mot, les yeux se sont détournés comme s'ils évitaient de me regarder. Peut-être que le moment disparaîtrait tranquillement. Puis l'oncle Marc, le cousin de mon père, est intervenu, essayant d'alléger l'ambiance avec une blague, eh bien, il y a toujours cette vieille voiture dans le garage. Donne-la lui. Toute la table a éclaté de rire, un chœur d'approbation amusé, comme s'il venait de trouver la meilleure idée du monde. Certains se sont tamponné la bouche avec des serviettes, d'autres ont hoché la tête et ont ri avec eux, leurs visages se sont illuminés comme si quelqu'un avait enfin brisé la tension embarrassante. J'ai juste donné un léger sourire, une courte courbe silencieuse des lèvres, mais en moi, quelque chose s'est claqué comme la dernière porte. Puis mon père a reparlé, son ton s'est légèrement adouci, non pas par culpabilité, mais comme s'il m'offrait un dernier geste miséricordieux d'inclusion, je suis d'accord avec Marc. Votre frère obtient la maison, et vous prenez la vieille voiture dans le garage. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous. Si vous étiez aussi capable que Matteo, je vous aurais donné la maison. Et sur le champ sont venus les applaudissements, une série de claquements de mains et de hochements de tête des parents. Je savais exactement de quelle voiture il s'agissait, cette vieille chose poussiéreuse dans le garage de grand-père, couverte de toiles d'araignée, intacte depuis plus de 2 décennies. Même grand-père avait cessé de s'en soucier. Cette voiture a maintenant été suspendue devant moi comme un prix de consolation, comme pour dire, simplement et clairement, prends-la et pars. Mais d'une certaine manière, à ce moment précis, quelque chose s'est allumé en moi. Ce n'était pas de l'orgueil, pas même de la colère, c'était quelque chose de plus profond ou une sorte de clarté finale. J'ai regardé droit dans les yeux mon père et j'ai dit calme et stable, chaque mot délibéré, très bien, alors. Allez-y et préparez les papiers. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, désormais, j'en ai fini avec cette famille. Vous avez choisi de donner la maison à Matteo, donc plus tard, si vous avez besoin de quelque chose, allez le voir. Je ne fais plus partie de tout ça. Mon père m'a regardé pendant quelques secondes, puis il a souri ce sourire narquois, à moitié satisfait, comme s'il était content que j'ai enfin compris, très bien. Tu l'as dit toi-même. Ce n'est pas comme si tu avais déjà fait quelque chose d'utile pour moi, incapable. Je ne suis pas resté une seconde de plus. J'ai repoussé la chaise, je me suis levé et j'ai regardé autour de moi mon père, Matteo et les visages autour de cette table, les gens que je considérais autrefois comme ma famille. Très bien, ai-je dit, je reviendrai dans 3 jours pour chercher la voiture. Et vous tous, souvenez-vous de ce jour. À partir de maintenant, je ne suis plus lié à aucun d'entre vous. Personne n'a parlé, ils ont juste regardé, certains confus, d'autres fronçant les sourcils, mais la plupart silencieux, comme s'ils attendaient que je parte pour pouvoir retourner à leur dîner joyeux. Et donc, je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte. Ma main tremblait légèrement, mais à l'intérieur, j'étais stable. Il n'y avait plus rien à dire, il n'y avait plus rien à retenir. Juste au moment où j'ai saisi la poignée de la portière de ma voiture, j'ai entendu l'oncle Marc derrière moi fort et clair, pour que tout le monde puisse écouter, tu ferais aussi bien de vendre ce vieux VUS avec la ferraille du garage, tu pourrais peut-être gratter assez pour quelque chose de, quoi, 2010 ? Toute la maison a éclaté de rire, une longue vague de rire satisfaite. Je ne me suis pas retourné, j'ai juste ouvert la porte, je me suis glissé sur le siège conducteur, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti.
Environ 1 heure plus tard, je suis retourné dans ma petite maison de location dans le sud de Columbus. La première chose que j'ai faite a été de me diriger directement vers la salle de bain. De l'eau froide m'a frappé le visage, me réveillant peu à peu. Je ne me suis pas regardé dans le miroir, je suis resté là pendant quelques minutes, les mains appuyées sur le lavabo, le souffle encore lourd comme si je venais de sortir d'un combat que personne n'avait vu sauf moi. Puis je me suis fait une tasse de café ou le genre bon marché acheté au magasin du coin, mais il était assez amer pour stabiliser ma respiration. Je me suis assis à la table de la cuisine, la tasse encore fumante, et j'ai commencé à rejouer tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Ce n'était pas la première fois que j'étais maltraité, c'était juste un autre chiffre dans une longue liste d'injustices que l'on m'avait infligées, dès mon enfance. Je me souviens que lorsque j'avais 10 ans, Matteo et moi avions nos anniversaires à 2 semaines d'intervalle. Cette année-là, nos parents lui ont organisé une fête dans la cour des amis, un gâteau, même un clown. Lorsqu'il s'est agi du mien, maman a dit « On économise de l'argent cette année. Je te ferai un gâteau, ça suffit. » Je me suis assis dans le salon et j'ai soufflé les bougies sur un gâteau de supermarché avec seulement maman, papa et Matteo présents. Je n'étais pas fâché de ne pas avoir de fête, ce qui faisait mal, c'est que personne ne pensait que cela m'importerait. À l'université, Matteo a bénéficié du soutien total de nos parents, les frais de scolarité, les frais de subsistance, tout. Moi, j'ai rempli le FAFSA indépendamment, j'ai emprunté des livres usagés à la bibliothèque et j'ai travaillé à la salle à manger pour m'en sortir. Lorsque j'ai demandé à maman, « Pourquoi ne m'aides-tu pas comme tu as aidé Matteo ?» elle a dit doucement, « Matteo est plus doué, alors nous investissons plus en lui. Si tu étais aussi doué, nous t'aiderions aussi. » Puis j'ai obtenu mon diplôme. Je n'avais pas encore trouvé de travail à plein temps, seulement un stage dans un petit atelier. J'ai demandé à mon père si je pouvais rester à la maison quelques mois de plus pour économiser le loyer. Sa réponse, « Si tu veux vivre ici, paie un loyer. Tu es un adulte maintenant. » Pendant ce temps, Matteo était revenu vivre à la maison après avoir quitté son premier emploi et est resté 6 mois, personne ne lui a demandé un centime. Quant à moi, j'ai déménagé la semaine suivante dans mon premier appartement en location, juste moi, un matelas fin et une table bancale avec une patte cassée. Et pourtant, malgré tout cela, je continuais à leur envoyer de l'argent chaque année, pas beaucoup, entre 5 cents et $2000, selon comment s'était passée l'année. Je ne l'envoyais pas pour mériter de l'amour, je l'envoyais parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mais chaque fois que je le faisais, mon père disait, « Matteo envoie plus, tu devrais faire plus d'efforts. Que peut-on faire avec si peu ?» Et chaque fois, je souriais et répondais d'une seule phrase, « Si c'est trop peu, renvoie-le-moi. » Bien sûr, il ne l'a jamais fait. Pas un seul dollar n'est jamais revenu, seulement plus de comparaison et ces mêmes regards comme si je n'étais rien d'autre que l'ombre qui faisait briller Matteo davantage. Et maintenant, tout était plus transparent que jamais. Après ce dîner de Noël, à leurs yeux, du début à la fin, il n'y avait qu'un seul enfant, Matteo. Ce n'est pas que je n'étais pas assez bien, c'est juste que je n'ai jamais été celui dont ils ont choisi d'être fiers. Ce soir-là, j'ai décidé d'en finir. Plus besoin d'essayer d'être vu, plus besoin de s'accrocher à quelque chose qui s'appelle famille, si tout ce qu'elle faisait était de me lier à un sentiment d'exclusion. Je voulais me libérer non pas par la colère, mais en m'éloignant tranquillement. Le café devant moi avait refroidi en partie parce que je l'avais laissé reposer trop longtemps, en partie parce que je n'avais plus l'énergie de le boire. J'ai débarrassé la tasse, j'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allé me coucher plus tôt que d'habitude au pas de réveil. J'ai vérifié mon téléphone, au plus de pensées qui tournaient en rond, je voulais juste dormir. Et lorsque je me réveillerai, je recommencerai, exactement à l'endroit où j'avais été poussé dehors. 3 jours plus tard, avant même que j'aie eu la chance d'appeler, Matteo m'a devancé. L'appel est arrivé vers midi. J'ai regardé l'écran et j'ai vu son nom apparaître. J'ai hésité une seconde, puis j'ai décroché. Sa voix est passée, nette et précise, pas de bavardage, pas de politesse, « Quand viens-tu chercher cette vieille voiture pourrie ? J'ai besoin de la place pour ma nouvelle. Papa a déjà signé les papiers, la voiture est maintenant à toi. » Je n'étais pas surpris, et honnêtement, je n'étais même pas déconcerté par sa façon de le dire. Comme tout dans cette maison, ce même ton familier lui appartenait naturellement, et j'étais juste sur le chemin. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste répondu, « Très bien, j'y serai à 14 heures » puis j'ai raccroché au plus de mots, rien d'autre à dire. Ce même après-midi, j'ai appelé une dépanneuse. La destination était l'ancien garage de mon grand-père, où cette voiture était restée intacte pendant plus de 20 ans.
Je me souviens clairement de ce garage, plafond bas, mur lambrissé et odeur de vieille huile à moteur imprégnée dans le sol en béton. Lorsque le camion s'est arrêté, le conducteur est sorti. Il avait l'air d'avoir la cinquantaine, portant un gilet réfléchissant et une casquette de baseball usée. Il a regardé la voiture, a froncé les sourcils, puis s'est tourné vers moi, demandant avec un soupçon d'incrédulité, « Vous êtes sûr de vouloir prendre ce truc ? Ça ressemble plus à des ordures qu'à une voiture. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la voiture recouverte d'une épaisse couche de poussière, pneus à plat, rouille grimpant sur le châssis. Cela ressemblait à quelque chose d'oublié depuis longtemps par tout le monde, mais j'ai simplement hoché la tête, j'ai donné un léger sourire et j'ai dit, même si ce n'est que pour la ferraille, c'est toujours à moi. Il n'a posé aucune autre question après cela. J'ai haussé les épaules et j'ai commencé à accrocher les câbles et à soulever la voiture sur la plateforme. Je suis resté là à regarder chaque roue monter lentement sur la rampe, écoutant le grincement du métal contre le métal. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'un morceau de ferraille cassé, mais pour moi, c'était la seule chose dans toute ma vie que cette famille m'avait donnée sans que j'aie à supplier, à me plier ou à me briser pour l'obtenir. Après avoir quitté la maison de mon grand-père, j'ai dit au chauffeur de la dépanneuse d'emmener la voiture directement à Rodlin Auto Work, un petit garage en périphérie de Columbus appartenant à mon meilleur ami, Charles. Nous nous connaissions depuis l'université où il a étudié le génie automobile, et j'ai étudié la technique mécanique. La vie nous a menés dans des directions différentes, mais nous sommes toujours restés en contact. Parmi les quelques personnes avec qui je parlais encore, Charles était la seule en qui j'avais vraiment confiance. Dès que la plateforme est entrée dans le garage, Charles est sorti de l'atelier, portant toujours ses gants tachés de graisse. Il m'a regardé, puis la voiture couverte de poussière derrière moi, et a levé un sourcil. « Mon garage n'est pas une casse, tu sais ça, n'est-ce pas, Michael ?» À moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, il a secoué la tête, mais a quand même indiqué un coin de l'atelier, « Dépose-la là-bas. » Après avoir indiqué l'endroit, j'ai fait signe au chauffeur, je l'ai payé et je suis resté en retrait pour observer. Une fois la voiture descendue de la plateforme et le camion parti, il ne restait plus que nous deux, dans l'odeur familière d'huile et les cliquetis métalliques du garage. Charles s'est approché de la voiture et a commencé à la contourner comme par habitude, les mains derrière le dos, sifflant légèrement, jusqu'à ce qu'il se fiche soudainement et crie, « Attendez une seconde. » Je sursautai. « Quoi ? Pourquoi criez-vous » Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il sortit rapidement un petit chiffon de sa poche arrière, s'accroupit et commença à essuyer l'avant de la voiture, juste au centre du capot. Là où la poussière s'était déposée en une croûte grise épaisse, un logo apparut, rond, petit, mais reconnaissable, le mot « Cobra » entourant un emblème de serpent en relief. Charles se redressa, les yeux grands ouverts, la voix soudainement sérieuse. « Michael, où avez-vous eu cette voiture ?» Je haussai les épaules, répondant comme si ce n'était pas une grosse affaire. Mon père a donné la maison à Matteo, je me suis retrouvé avec ce tas de ferraille. Charles ne rit pas. Son visage devint extrêmement sérieux. Il se pencha, comme s'il allait me confier un secret. Écoutez-moi. Vous allez devenir riche. Ne m'oubliez pas, d'accord ? Puis, presque en chuchotant à mon oreille, sa voix baissa. Ce tas de ferraille, il vaut au moins 5 millions de dollars. Je suis resté là, silencieux, non pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que mon cerveau avait besoin d'une seconde pour traiter ce qu'il venait de dire. Avant que je puisse répondre, Charles avait déjà sorti son téléphone. Il commença à taper quelque chose dans une application de recherche de NIV, marmonnant en scannant le châssis. Quelques secondes plus tard, il tourna l'écran vers moi. La page indiquait clairement « Shelby Cobra 427 édition spéciale. Ultra rare ». Et juste en dessous, une ligne de texte rouge, valeur estimée, plusieurs millions de dollars américains. Fourchette de prix aux enchères potentielles, 5 millions à 20 millions de dollars et plus, selon l'originalité et l'état. J'ai regardé l'écran. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de mots. Je suis resté là, dans un petit garage, sentant l'essence et le métal, réalisant que la chose que toute ma famille avait tournée en dérision avait peut-être tout juste réécrit ma vie. Je n'ai pas perdu de temps. Après que Charles ait confirmé que c'était un véritable trésor, j'ai décidé de restaurer la voiture, non pas pour la garder, mais pour la vendre. Je n'avais aucun attachement sentimental pour elle. C'était simple, c'était la première véritable occasion que j'ai jamais eue, et je n'allais pas la laisser passer. Jour après jour, j'ai continué à travailler comme d'habitude, en arrivant à 8 heures,
en restant jusqu'à 17h30, parfois plus tard. Le soir, je conduisais directement au garage. Charles avait dégagé un coin de l'atelier juste pour moi, assez d'espace pour la voiture et un jeu complet d'outils. Nous avons travaillé en silence. Petit à petit, nous avons démonté le moteur, remplacé le câblage, refait les freins et poncé et repeint chaque centimètre du châssis rouillé. Dès le départ, j'ai dit à Charles, sérieusement, sans blague, pas un mot à personne, surtout pas à ma famille. Il hocha la tête, ne posa pas de questions. Nous étions amis et n'avions pas besoin de longues explications, un seul regard, et nous savions qu'en rester silencieux. Pendant les 8 mois suivants, j'ai vécu comme si rien n'avait changé. Je poinchais à l'heure, je mangeais des nouilles instantanées tard le soir, parfois je prenais des plats surgelés dans le rayon des promotions du supermarché. Personne ne se doutait de rien, des collègues aux voisins, en passant par le monde extérieur, j'étais toujours juste Michael, le type ordinaire, silencieux, célibataire, un modeste ingénieur qui ne parlait jamais de sa vie privée. Personne ne savait que tous les soirs après 19h, j'enlevais ma chemise boutonnée, je mettais un tablier de travail et, aux côtés de Charles, je mettais tout ce que j'avais dans la restauration de quelque chose qu'ils avaient tous jeté. Pendant 8 mois d'affilée, je n'ai eu aucun contact avec ma famille, et ils ne m'ont pas contacté non plus, pas de texto, pas d'appel, pas de questions. C'était comme s'ils attendaient que je réalise que j'avais tort, leur façon de me punir silencieusement pour avoir dit, à partir de maintenant, je ne fais plus partie de cette famille. Je n'étais pas surpris, le silence avait toujours été leur arme la plus redoutable, pas de dispute, pas de paroles dures, juste le calme qui vous fait sentir que vous n'existez pas. Puis, un vendredi soir, j'ai posté quelques photos de la voiture restaurée en ligne sur un forum de voitures classiques. Peu de temps après, j'ai reçu un message de Matteo. Il était court, pas de salutations, pas de bavardage, tu as le temps pour ça, hein? Montrer ce tas de ferraille comme si ça valait quelque chose. Cette voiture a l'air d'être de la camelote, pas un trésor. Le même ton que toujours, moqueur, passif-agressif, ce faux sarcasme décontracté avec juste assez de mordant pour couper si vous lisez entre les lignes, comme s'il se moquait, mais en dessous, il y avait un dédain clair et non filtré. J'ai regardé le message pendant un moment, pas en colère, pas même surpris. Je l'ai juste lu, puis je l'ai supprimé, et juste après, j'ai bloqué son numéro pour de bon. 4 heures seulement après avoir posté les photos de la voiture dans le groupe de collectionneurs, un numéro inconnu m'a appelé. La voix au bout du fil était calme, délibérée et précise, le genre de voix qui appartenait à quelqu'un qui avait l'habitude de fixer des prix sur des choses que vous ne pouviez pas simplement trouver sur une étagère. « Bonjour, dit-il. Je m'appelle Douglas Ellison. J'ai vu votre publication sur la Shelby. Je ne négocie pas sur Internet. Je veux vous rencontrer en personne, voir la voiture et vous rencontrer. J'ai besoin de confirmer qu'il ne s'agit pas d'une blague. » Ce nom, il me semblait familier. Après avoir accepté la rencontre et raccroché, je l'ai cherché, Douglas Ellison, un collectionneur de voitures anciennes bien connu de la côte est, PDG d'Horizon Capital Investment Group, un homme qui a un jour remporté une guerre d'enchères pour une Aston Martin 1962 pour plus de 14 millions de dollars. Ce n'était pas quelqu'un qui achetait des voitures pour les conduire, il les achetait pour les préserver, les exposer, posséder un morceau d'histoire. Nous nous sommes rencontrés chez Rodlin Autowork, le garage de Charles, le lendemain. Douglas est arrivé avec son assistant. Il était proprement habillé, portant un manteau en peau de mouton retourné haut de gamme, des chaussures brunes vernies et transportant une mallette et un scanner portable. Il n'a pas beaucoup parlé, au lieu de cela, il s'est promené autour de la voiture, l'inspectant avec une petite lampe de poche, chaque vis, chaque soudure, la peinture, le logo, les poignées de porte. À un moment donné, il s'est même agenouillé pour regarder sous le châssis, délibérément, soigneusement, comme s'il étudiait une œuvre d'art plutôt qu'une machine. Charles se tenait à côté de moi, les bras croisés, essayant de paraître calme, mais je pouvais voir la tension dans sa posture, le genre de tension qu'un véritable artisan ressent lorsque son travail est jugé, centimètre par centimètre. Enfin, Douglas se redressa et applaudit une fois, comme pour terminer un rituel. Il se tourna vers moi, ses yeux n'étant plus analytiques mais respectueux. Restauration exceptionnellement raffinée. Vous n'avez pas effacé son caractère original. Le système de freinage a été reconstruit, mais vous avez conservé les marques de coulée d'origine. La peinture est fraîche, mais pas excessive. Quiconque connaît ce métier peut dire que cela n'a pas été restauré pour briller, il a été restauré pour préserver l'histoire. Puis il hocha la tête vers Charles.
La personne qui a travaillé sur cela savait exactement ce qu'elle faisait. Je n'ai pas regardé Charles, mais j'ai entendu son expiration, cette respiration saccadée que vous retenez dans votre poitrine pendant 8 mois, finalement libérée en une seule libération silencieuse. Après quelques négociations sur les documents et la logistique des paiements, nous avons finalisé le prix, 20 millions de dollars. Il couvrirait tous les coûts connexes, taxes, transferts de titres, transport. Je n'ai pas marchandé, je n'avais pas besoin de faire comme si je comprenais la valeur de la voiture plus que lui, car en serrant la main de Douglas, je savais une chose avec certitude, la voiture que ma famille avait considérée comme de la ferraille était tout juste devenue la réponse parfaite. Chaque année, on me disait que je n'avais pas d'importance. Chaque détail du transfert et du paiement a été traité rapidement. En une semaine, Douglas avait toute une équipe juridique qui s'occupait des documents, tout ce que j'avais à faire était de signer là où ils indiquaient, de confirmer chaque poste et d'attendre que l'argent arrive sur mon compte. Le vendredi matin suivant, il est revenu chercher la voiture. Juste avant de partir, il s'est tourné vers Charles et moi avec un sourire chaleureux. J'aimerais immortaliser ce moment. Cela vous dérangera-t-il de prendre une photo avec moi? Nous avons dit oui. 3 hommes, 3 points de vie complètement différents, se tenant côte à côté de la Shelby Cobra 427, brillant sous la lumière dorée de l'après-midi. Douglas leva un verre de vin rouge qu'il avait apporté du coffre de sa voiture et dit, à la préservation d'un morceau d'histoire américaine, et aux occasions négligées qui ont finalement trouvé quelqu'un qui a reconnu leur véritable valeur. Nous avons trinqué, Charles et moi avons tous deux souri, pas le genre de sourire que vous simulez pour les photos, mais le genre de sourire qui ne se produit que lorsque vous réalisez pleinement que ce moment est réel. Ce même après-midi, après le départ de Douglas, j'ai transféré 5 millions de dollars directement sur le compte de Charles. Son visage est devenu pâle. Il secoua immédiatement la tête. Êtes-vous fou? Pourquoi feriez-vous ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, sans vous, je ne saurais même pas ce qu'était cette voiture. Vous auriez pu jouer le jeu, me l'acheter pour quelques milliers de dollars, la restaurer vous-même et garder les 20 millions de dollars, mais vous ne l'avez pas fait. Et c'est pourquoi cet argent est le vôtre. Vous l'avez mérité. Charles n'a rien dit, il s'est juste avancé et m'a pris dans ses bras, serré, me tapant le dos comme si nous venions de survivre à une tempête, parce que, d'une certaine manière, nous l'avions fait. À partir de ce moment, tout a recommencé. Plus tard ce même après-midi, nous avons rendu visite à une importante société financière du centre-ville de Columbus. Nous savions tous deux que cet argent disparaîtrait s'il n'était pas bien géré, nous avions besoin de quelqu'un qui comprenait ce qu'il faisait non pas pour devenir riche, mais pour nous assurer que la seule chose que j'ai jamais reçue dans ma vie de manière juste et complète, elle ne serait jamais perdue. 2 jours plus tard, juste après avoir fini mon travail et être entré sur le parking de mon petit appartement en location, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Dès que j'ai fait marche arrière dans ma place, je les ai vus, un groupe, près d'une douzaine de personnes en attente, toutes des visages familiers, mes parents, Matteo, quelques oncles et tantes, et même des parents éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Lorsque j'ai coupé le contact, ils ont commencé à s'approcher, entourant ma voiture comme une foule de journalistes attendant que quelqu'un sorte d'un scandale. Ma mère a parlé la première, sa voix douce et prudente, comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Michael, je sais que j'ai fait des erreurs. Je suis désolé. Je veux que la famille revienne à ce qu'elle était. Matteo se tenait à côté d'elle, les mains dans ses poches, sa tension à peine cachée sous un sourire poli. Je suis désolé aussi. J'ai perdu mon sang-froid ce jour-là. Je veux dire, qui ne fait pas d'erreur parfois. Mon père a gardé le silence pendant un moment, puis a finalement légèrement hoché la tête. J'avais tort, mais nous sommes une famille, fils. Il n'y a rien que nous ne puissions pas pardonner. Je me suis appuyé contre la portière, les bras croisés, écoutant chaque mot calmement. Puis j'ai répondu brutalement, pas de langue de bois. Je ne fais plus partie de cette famille. L'atmosphère a changé instantanément, la douceur s'est évaporée et leurs vraies voix ont commencé à se manifester. Et l'argent de cette voiture, a lancé un oncle. C'est une propriété familiale, ce n'est pas seulement à toi. Le visage de Matteo s'est crispé, sa voix n'était plus douce. Michael, cette voiture appartenait à grand-père, ce n'était pas seulement à toi. Tu n'as pas le droit de tout garder. Ma mère s'est avancée, son expression ayant complètement changé. Il suffit de partager une partie. Je n'ai pas besoin de beaucoup, mais Matteo est ton frère, il a un droit, et tes oncles ils font aussi partie de la famille. Cette maison nous appartenait à tous.
J'ai regardé chacun d'entre eux, les mêmes personnes qui sont restées silencieuses lorsque j'ai été qualifié de honte de la famille. Les voici maintenant, exigeant leur part. J'ai parlé lentement, clairement, un mot à la fois. Non. Je ne donnerai pas un seul centime, et je ne suis plus votre fils. Il n'y a pas eu de paroles aimables après ça. Tout le groupe a explosé, criant, pointant du doigt, insultant, gamin ingrat. Tu es devenu riche et tu as tourné le dos à ta famille. Irrespectueux. Il ne sait pas d'où il vient. Je n'ai pas répondu, je me suis juste détourné et j'ai commencé à marcher vers les escaliers menant à mon appartement. Lorsque j'ai atteint la 3e marche, je me suis retourné et j'ai dit fermement, je vous demande à tous de partir. Si vous ne le faites pas, j'appellerai la police. Mon père s'est avancé, sa voix aiguë et en colère. Tu penses que ça s'arrête là? Je vais porter plainte. Cette voiture ne t'appartenait pas. J'ai hoché la tête sans hésitation. Allez-y, alors. J'ai ouvert ma porte, je suis entré et je l'ai fermée tranquillement, sans bruit. Parce que pour les gens qui m'ont autrefois considéré comme rien alors que je n'avais rien, je ne leur devais pas d'au revoir bruyant lorsqu'ils sont revenus demander une partie de quelque chose qui ne leur a jamais appartenu. 2 semaines après leur apparition à mon appartement, j'ai reçu une grosse enveloppe envoyée par courrier recommandé du bureau du shérif du comté de Franklin. Tout en haut de la lettre, en caractères gras, il était écrit « Avis de plainte pénale, allégation de vol. » Vol de voiture. Je l'ai ouverte, pas de surprise. Mon père avait officiellement porté plainte contre moi pour vol, précisément pour avoir volé la Shelby Cobra 427 que j'avais restaurée et vendue. La raison invoquée était évidente, le véhicule appartient à la famille et a été illégalement retiré d'une propriété partagée gérée par les parents. J'avais 14 jours pour répondre légalement ou désigner un avocat, sinon, l'affaire pourrait être transmise à la division pénale du tribunal de district du comté de Franklin, et je ferais l'objet d'une enquête formelle pour infraction pénale. Je n'étais pas en colère, je n'étais même pas anxieux. J'ai juste senti qu'ils feraient vraiment n'importe quoi tant qu'il y aurait une chance de récupérer une partie de quelque chose qu'ils avaient jeté. J'ai immédiatement appelé un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges sur les avoirs familiaux et la défense pénale, quelqu'un que Charles avait un jour recommandé. Lorsque la réceptionniste a décroché, j'ai été bref. J'ai besoin d'un avocat. Mon père vient de m'accuser d'avoir volé une voiture qu'il m'a autrefois donnée. Je n'avais pas peur du tribunal. Si c'était la seule façon de mettre fin à tout ça une fois pour toutes, alors je les y retrouverai, et cette fois je ne reculerai pas. Le lendemain, je suis arrivé au cabinet d'avocat à l'heure, après que l'assistante ait confirmé mon rendez-vous la veille. Le cabinet était situé au 6e étage d'un immeuble en verre près du centre-ville de Columbus, pas trop grand, mais propre et calme. J'ai été invité dans une petite salle de réunion. L'avocat était un homme d'une 50aine d'années, mince, portant des lunettes à monture noire, tenant un café fumant. Il m'a serré la main poliment et m'a fait signe de m'asseoir. J'ai sorti un document de mon dossier, le transfert de propriété original notarié, signé clairement par mon père, mon nom était indiqué comme bénéficiaire, la date était tamponnée et légalement déposée. Il l'a parcouru en moins d'1 minute, puis a levé les yeux, plissant légèrement les yeux. Si vous avez ceci, pourquoi êtes-vous ici? Vous n'avez qu'à le montrer à la police ou au procureur. C'est un argument inattaquable. Je me suis redressé, les mains posées calmement sur la table, et j'ai répondu lentement et clairement, je sais, mais je ne suis pas là pour éviter les ennuis. Je l'ai regardé dans les yeux. Je veux porter une contre-plainte contre mon père pour diffamation et fausse accusation. Il a fait une pause, son expression est passée du scepticisme à quelque chose de plus concentré, puis il a ri, posant son café. Je vois. Donc, il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de fermer la porte pour de bon. J'ai hoché la tête. Pas besoin d'expliquer plus, car à ce moment-là, je savais une chose avec certitude, j'en avais fini avec l'évitement. S'il voulait me traîner devant les tribunaux, alors c'est précisément là que je les retrouverais, et cette fois je finirais ça selon les règles. Juste après cela, j'ai signé les documents de procuration qu'il m'a remis. Je n'avais pas besoin de les lire ligne par ligne, j'avais déjà pris ma décision. Je lui ai donné plein pouvoir pour me représenter à chaque étape, de la réponse à la plainte initiale au dépôt de la contre-plainte pour fausse accusation. Il a hoché la tête une fois pour confirmer. Je m'occuperai de tout en votre nom, y compris la recherche d'une indemnisation pour préjudice à la réputation si le tribunal estime que l'accusation était sciemment fausse et avait l'intention de causer un préjudice. Je n'ai pas demandé combien les dommages pourraient être, car pour moi,
il ne s'agissait plus d'argent, il s'agissait de vérité, et cette fois, cette vérité ne serait pas rejetée simplement parce qu'elle provenait de la famille. Moins d'une semaine plus tard, le procès a été officiellement signifié, remis directement à mon père par un représentant juridique désigné par le cabinet de mon avocat. Je n'ai pas envoyé de message, je n'ai pas appelé, je ne les ai pas prévenus à l'avance. Cette fois, j'ai laissé la loi parler correctement, professionnellement et sans que les émotions ne s'interposent. Selon mon avocat, la réaction immédiate de la famille était précisément celle à laquelle je m'attendais. Matteo a appelé son avocat au milieu de la nuit, ma mère se serait effondrée en larmes et mon père n'a rien dit. Mais 3 jours seulement plus tard, ils ont répondu, leur équipe juridique a formellement nié toutes les accusations. Ils ont affirmé que la plainte pénale initiale avait été déposée en raison d'un malentendu et d'une préoccupation concernant la légalité de la propriété du véhicule, et non pour diffamer ou nuire à ma réputation. Lorsque mon avocat a lu cette réponse, il a haussé les épaules et a dit, ils ont le droit de le nier, mais nous avons des signatures, nous avons des documents notariés, nous avons le rapport de police confirmant que l'affaire pénale a été classée. Chacun peut être juste un morceau, mais ensemble, ils peignent une image évidente de qui dit la vérité. Le procès civil a eu lieu près de 2 mois après le dépôt de ma plainte. Je n'étais pas nerveux, car cette fois je n'étais pas sur la défensive, je ne restais pas silencieux, j'étais celui qui prenait les devants. J'étais assis du côté du demandeur, avec toutes les preuves en main et un avocat qui n'avait pas besoin de beaucoup parler pour être efficace. De l'autre côté de la pièce était assis mon père. Il portait un vieux costume et était assis droit, composé, mais je pouvais le voir dans ses yeux, la confiance qu'il avait le jour où il a amené toute la famille au parking de mon appartement avait disparu. Ma mère et Matteo n'étaient pas présents. Une fois l'autorisation accordée par le juge, mon avocat a commencé. Mon client, Monsieur Michael Anderson, a été accusé par son père de vol de voiture, malgré le fait qu'il possédait pleinement et légalement le véhicule en question et une propriété soutenue par des documents de transfert notariés et confirmés par les forces de l'ordre comme légal et valide. Il a présenté les documents, un document à la fois clair, concret, incontestable puis a poursuivi. Cette accusation a non seulement nui à la réputation et à la carrière de mon client, mais a également causé une détresse émotionnelle importante, le tout découlant d'une allégation sciemment fausse faite par un membre de la famille proche. L'avocat de mon père n'avait pas de véritable argument. Lorsque ce fut au tour de la défense, ils n'ont pas essayé de contester les documents. Ils ont prétendu que mon père avait agi par malentendu, qu'il craignait de perdre un actif familial et n'avait jamais eu l'intention de nuire à son fils. Après que les 2 parties eurent pris la parole, la juge se pencha en avant, sa voix aiguë comme une lame. La peur n'est pas un fondement juridique pour une accusation pénale, surtout lorsque l'accusé a une preuve claire et documentée que ses actes étaient légaux. Il s'agissait d'un acte de diffamation incalculé, délibéré et ayant des conséquences mesurables. La salle d'audience s'est tue. Puis il y a eu une brève suspension d'audience. 15 minutes avant la décision officielle, à notre retour et à l'entrée de la juge, la décision finale a été lue à haute voix, le défendeur, M. Richard Anderson, est déclaré coupable de diffamation. Le tribunal ordonne une indemnisation au demandeur de 150 000 $, couvrant les dommages à la réputation et les frais juridiques. Après le verdict, je me suis levé et je suis sorti de la salle d'audience, mon père est resté assis. Je n'ai pas regardé en arrière. À ce jour, tout lien qui restait entre nous par le nom, par le sang, par la mémoire a été mis à nu sur la balance de la loi, et la justice s'est finalement penchée en ma faveur. Après le procès, j'ai déménagé. J'ai engagé une équipe de déménagement pour tout emballer en une seule journée, puis j'ai déménagé quelque part de plus calme, plus loin à un endroit où personne ne savait où je vivais. J'ai aussi changé mon numéro de téléphone. Je ne voulais plus entendre d'excuses qui arrivaient trop tard ou de reproches de la part de gens qui sont restés silencieux lorsque j'avais le plus besoin que quelqu'un prenne la parole. Je n'ai pas commencé à vivre luxueusement, je n'ai pas acheté de manoir, je n'ai pas eu de supercar. Je mangeais toujours des repas simples, je faisais toujours ma lessive, je faisais toujours de longues promenades le soir, comme avant, quand je n'avais rien. Mais une chose avait changé, chaque matin maintenant, je me réveille en sachant que je ne vis plus dans l'ombre de personne, plus le fils cadet, plus celui qui doit être plus compréhensif, plus le nom qui était omis dans chaque histoire familiale. Maintenant, je suis juste moi, et ça, en soi, ça suffit. Et avant de terminer l'histoire, je veux vous demander, à vous qui êtes toujours là à écouter jusqu'à la fin, si vous étiez moi, qu'auriez-vous fait? L'auriez-vous fait de poursuivre votre père en justice pour diffamation ou seriez-vous resté silencieux, auriez-vous laissé tomber pour garder la paix? Seriez-vous resté ferme et auriez-vous dit non sans hésitation,
ou auriez-vous donné une partie de ces 20 millions de dollars, même en sachant qu'ils vous ont autrefois traité comme si vous n'étiez rien? Laissez un commentaire ci-dessous l'histoire, je veux vraiment entendre vos opinions, que vous soyez d'accord avec moi ou non, car c'est parfois dans les différences que nous apprenons le plus sur ce que nous sommes. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, n'oubliez pas de suivre la chaîne, de la partager et de soutenir ce que nous faisons ici. Nous avons tellement d'autres histoires réelles à raconter et des histoires sur la famille, la confiance et le parcours pour finalement se récupérer. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous, et à la prochaine fois.